Mesdames, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous avons l'avantage et le plaisir de recevoir M. Chou Joël, directeur commercial de VOCAP, établissement qui fabrique des réservoirs pour l'eau et qui s'occupe de l'assainissement. L'avantage pour nous, par rapport à la période dans laquelle nous entrons, c'est de bien écouter pour comprendre ce qu'il faudra faire pour éviter au maximum la catastrophe eau. Monsieur Chou, bonjour. Oui, bonjour, Monsieur Grabin. Monsieur Chou, vous êtes directeur commercial de la société VOCAP. Vous fabriquez des cuves à eau, des fosses septiques et autres. Oui, depuis plus de 25 ans, donc on est concepteur, fabricant local de systèmes. Alors ça a évolué vers des systèmes d'assainissement pour le traitement des eaux usées. Donc dans un domaine domestique et on va au-delà, bien sûr, sur du petit collectif et des systèmes de récupération d'eau, de valorisation des eaux de pluie. Et plus récemment, ce qu'on appelle la bâche tampon d'eau potable, qui sert à des zones qui sont exposées à des coupures d'eau fréquentes et des baisses de pression. Là, c'est un outil. Parce que hier, on importait ces cuves. Aujourd'hui, vous fabriquez localement. C'est un outil qui est performant, qui permet d'accompagner les entreprises et aussi les particuliers. Oui, tout à fait. Donc, entreprise créée à l'époque par Patrick Lannes, où on a effectivement fait évoluer des gammes de produits, des process, et on s'est nourri aussi des expériences. On s'est nourri un peu des expériences accumulées dans le passé pour justement adapter les procédés en fonction des besoins et des contraintes. Oui. Alors, on a vu l'évolution des choses. Et aujourd'hui, on a plusieurs éléments. On a l'eau que nous récupérons venant du ciel. Ensuite, usage domestique et autres, la baignade. Et après tout ça, on va en assainissement. Alors, nous allons nous positionner sur l'assainissement actuellement. Il y a l'assainissement non collectif et l'assainissement collectif. L'assainissement collectif ou non collectif, quelles ont été vos observations? Alors, justement, pour avoir traversé un peu les années, on s'est rendu compte que, alors que ça soit sur l'individuel, mais aussi sur le collectif, mais c'est surtout sur l'individuel depuis à peu près 5 ans, une situation, on va dire, un peu préoccupante. Je dirais même alarmante. Voilà, par le fait qu'on a vu du fait des agréments, alors on pourra parler de la question des agréments, un certain nombre de dispositifs qui sont devenus de plus en plus compacts, qu'on appelle microstations, qui sont importés, qui arrivent dans le domaine de l'assainissement aux mains de particuliers, sans forcément, ou pas du tout, lui permettre d'identifier ses obligations en matière de vidange et d'entretien. Ça, c'est des points qui sont très importants. C'est-à-dire une technologie qui était utilisée jusqu'à présent pour du petit collectif, un ensemble de villas, de quartiers. On l'a ramené au particulier, c'est pour ça qu'on l'appelle micro, sans ramener les obligations d'entretien et de vidange. Alors pourquoi aborder ce sujet? C'est parce qu'à l'époque aussi, quand on n'avait pas de place, on proposait de la microstation. On s'est vite rendu compte des limites et de la complexité de ces systèmes-là. Et qui fait qu'aujourd'hui, je pense que tous les acteurs de l'eau, tous les gens sensibles à l'environnement doivent être alertés par ce phénomène-là, qui s'est amplifié. Alors pour comprendre la chronologie, en fait, avant février 2009, étaient autorisés des systèmes de type fosse tuto et derrière on faisait ce qu'on appelait communément un épandage. Mais en fait c'était des systèmes de type filtre à sable à sol reconstitué, on ne va pas rentrer dans les détails, qui traitaient l'eau. Donc de l'amont jusqu'à l'aval, on était sur un système gravitaire sans énergie électrique. Et quand sont arrivés les agréments, il y avait celui de 2009 et celui de 2012, progressivement, avec le temps, on a vu de plus en plus d'agréments donnés à des systèmes électriques de type microstation, divers et variés. On ne va pas rentrer dans les détails, culture libre, culture fixée, etc.
et en fait qui sont devenus majoritaires sur l'assainissement autonome. On appelle assainissement autonome un assainissement que vous êtes obligé de faire sur votre parcelle parce que vous n'êtes pas raccordable au tout à l'égout. Oui. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a effectivement ces systèmes-là qui sont mis dans les mains de particuliers qui ne vont pas forcément les entretenir en temps et en heure. Alors, ou qui ne vont pas les entretenir du tout. Du tout, parce qu'ils ne sont pas informés, on ne leur donne pas l'information. Alors que quand ces systèmes-là ont été agréés, ils ont été agréés avec une procédure d'entretien et des périodicités de vidange. Alors pourquoi c'est préoccupant? Parce que faut bien prendre en compte, je pense que tous ceux qui nous écoutent le savent, nous sommes sur un territoire insulaire, toute la Martinique est en jeu. On a toujours des cours d'eau pas très loin, on a des bassins versants, on a les zones côtières. Et en fait, toute pollution en amont, beaucoup de Martiniquais ont connu dans leur enfance les rivières, les bassins où ils allaient pêcher. Aujourd'hui, on leur demande de plus se baigner parce qu'il y a une pollution organique. La pollution organique vient de systèmes défaillants. Et c'est pas pour rien, par exemple, que l'ODE a mis en place un dispositif d'aide à la réhabilitation de l'assainissement autonome. C'est pour essayer autant que possible de protéger ces zones à enjeux environnemental et sanitaire. Donc c'est les captages d'eau, les rivières, les milieux d'eau superficiels, c'est-à-dire là où vous avez un ruissellement d'eau, et bien sûr les zones côtières. Donc il y a la préoccupation, je pense qu'elle n'est pas liée forcément, elle n'est pas uniquement liée au métier, elle est liée à tous ceux qui vivent sur le territoire. Alors on entend souvent dire, il y a eu des campagnes de sensibilisation, puisque nous sommes une île qui a une attractivité touristique. Donc vous voyez le nombre de touristes qui est en Martinique. S'ils se baignent dans une mer avec un risque de pollution, on imagine les dégâts que ça peut avoir. Mais c'est aussi pour nous qui vivons au quotidien et nos enfants sur le territoire. Nous avons souvent alerté les services. Nous avons très souvent alerté les services. Et finalement, les choses se sont dégradées petit à petit. Et lorsqu'on a vu que pour des raisons socio-économiques, que la DAS de l'époque, ensuite la RS actuelle, nous mettent chaque année le niveau de qualité des baignades, on s'est dit il faut qu'on arrête cette plaisanterie. Ils sont hors la loi dans l'information, parce que ça doit être au quotidien. On vient de donner l'information sur l'année dernière. 2, on nous dit que les plages sont propres. Et quand on regarde les différents documents en coupant, on s'aperçoit que finalement, on se baigne dans une fosse septique. Et ça, c'est très, très grave pour la santé de la population. Ça revient par rapport à la baignade, mais ça revient aussi par rapport à ce que nous consommons, nos poissons côtiers. Vous avez pu observer en cours de route les disparités qu'il y a entre les poseurs, les vrais poseurs, et puis ceux que j'appelle les poseurs du dimanche. Quelle impression que ça vous fait? Deux impressions. D'une part, parce que les poseurs du dimanche, vous avez des gens qui ne sont pas entrés dans une démarche de professionnalisation, n'ont pas fait de formation, on connaît tous en Martinique la question du job. Et puis dit bon comme ça. Voilà. Et puis, mais si vous voulez, c'est doublement impactant. C'est-à-dire que non seulement il y en a beaucoup qui se sont formés depuis, mais non seulement il va poser quelque chose qu'il ne va pas forcément maîtriser, mais en plus, le particulier qui va hériter du process, lui-même n'a aucune information et sur le fonctionnement, et sur ses obligations d'entretien et de vidange. Il ne sait même pas comment le système fonctionne. Ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas de problème pour parler de systèmes de type microstation, puisque c'est des systèmes que je connais. Mais quand vous mettez dans les mains de particuliers un système qui n'est pas en autonomie de fonctionnement, c'est-à-dire qui dépend du réseau électrique pour traiter les eaux, quand on connaît les problématiques liées à l'énergie aujourd'hui, il y a de quoi s'interroger. Parce qu'un dispositif comme celui-là, qui est quand même délicat à entretenir,
déjà sur son fonctionnement, quand il n'est pas alimenté en électricité, à coup sûr, il ne traite pas les eaux. Donc les eaux qui sont relâchées dans ce qu'on appelle un milieu hydraulique superficiel, un passage d'eau, un réseau EP, ce sont des eaux polluantes, avec de la bactério, même s'il y a très peu de matière organique, mais on voit quand même qu'il peut avoir ce qu'on appelle du relargage de boue. Les boues, c'est de la matière fécale qu'on peut retrouver dans des réseaux, qu'on peut retrouver dans des cours d'eau. Ça, ce sont des choses qui sont connues par les professionnels. Sont connues par l'État, connues par les mairies. Et quand on regarde au niveau des EPCI, ce que font les SMAC, qui très souvent n'ont pas une mobilette pour aller voir les différents chantiers, pour aller voir les différentes installations. Mais le drame, c'est la Martinique qui subit. Oui, alors ça a quand même beaucoup évolué. C'est sûr qu'il reste beaucoup à faire. Les SPAC sont les mieux placés que moi pour pouvoir débattre de ce sujet-là. Mais quand on parlait à l'époque des communautés de communes, sont venues après les communautés d'agglomération qui se sont bien structurées. Et les SPAC ont été créés et se sont de plus en plus organisés. Aujourd'hui, un SPAC peut être amené à alerter, donner des recommandations à des usagers, alors sans forcément, c'est pas leur objectif de prendre de parti pris, mais d'expliquer, voilà, vous avez tel ou tel système, telle ou telle filière, attention, quand vous mettez en place un dispositif, voilà ce qu'il faut faire, ce qu'il faut éviter de faire. Sur la force hexagonale, vous avez quand même une avancée sur l'organisation des SPAC qui est quand même assez poussée. D'ailleurs, lorsque vous avez ce qu'on appelle des assises de l'eau chaque année, c'est eux qui font remonter les informations terrain avec les offices de l'eau. Et d'ailleurs, c'est ce qui a permis, entre autres, au gouvernement, après avoir donné autant d'agréments, de mettre en place une enquête publique qui est consultable, qui a duré 4 ans, de 2011 à 2016, sur plus de 1448 installations. Une enquête publique pour aller vérifier in situ, c'est-à-dire chez les particuliers, comment se comportent les systèmes qui ont été agréés, en termes de fonctionnement, mais aussi est-ce qu'ils sont entretenus en temps et en heure, est-ce que les opérations de soutirage de boue ont été faites. Et il est avéré que la conclusion de cette enquête-là, pour résumer, on ne va pas rentrer dans des détails techniques, mais entre 70 et 80% des systèmes qui posaient des problèmes de fonctionnement et surtout, pire que ça, des entretiens curatifs, c'est-à-dire un entretien curatif, on arrivait sous la filière, elle était complètement saturée, on était obligé de la vidanger et la remettre en service. Eh bien, malheureusement, c'était les microstations. Et tout ça est consultable. Et aujourd'hui, on fait beaucoup d'accompagnement auprès de particuliers, on leur explique pour qu'ils comprennent. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'usager, il est néophyte, il n'y connaît rien. Donc il va se fier à son installateur, il va se fier à d'autres acteurs, mais lui-même, s'il n'est pas formé, il n'y connaît rien. Et à la limite, je m'occupe plutôt de café rôle. Parce qu'en fait, quand on fait une installation, on doit dire où on va placer l'installation, sur quel terrain, vérifier si c'est du blé ou du remblai, quel est le niveau du sol, la qualité du sol. Mais avant même de tout commencer, il faut signer un contrat d'entretien. 90%, sinon 95% des clients ne refusent de signer le contrat d'entretien. Résultat des courses, c'est encore la Martinique. Et quand on regarde les analyses qui sont faites, l'ODE, l'ARS et les autres, plus de 90% des installations privées ne fonctionnent pas. Donc on est dans une fosse septique permanente dans les eaux de baignade de la Martinique. Alors c'est vrai que c'est une vraie préoccupation. Je peux dire que presque tous les jours on est confronté à des remontées d'informations, il y a des usagers qui viennent nous voir. Je pense que tout le monde est concerné.
On ne peut pas avoir les SPANC de côté, l'ODA de côté et les acteurs de côté. Il faut qu'à un moment donné, même l'usager basique, entre guillemets, on parle d'une seule voix pour alerter un peu tout le monde et puis qu'on soit vigilant. Parce qu'aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a des personnes qui font de l'assainissement, qui n'en ont jamais fait auparavant, mais c'est si vous voulez, c'est un métier. Un métier, voilà. Et en fait, derrière tout ça, on peut faire prendre un risque à l'usager final, qui lui se repose sur les informations qu'on lui donne. Donc voilà, c'est de toutes les façons, il y a un travail d'information à donner à grande ampleur. Mais bon, que ça soit les SPANC, que ça soit l'ODE, même la DEAL, les services de l'État, je pense que tout le monde est au courant des problématiques que l'on rencontre. Vous avez des lotissements, on ne va pas nommer de nom ici, de toutes les façons, des lotissements qui sont en bordure de zones côtières et qui relâchent des zones non traitées en bordure de plage ou sur un canal qui arrive à la mer, qui est censé être une zone de baignade, par exemple. Sur cette affaire-là, il y a la partie privée, et puis il y a la partie publique. Lorsque nous regardons la situation de nos stations d'épuration en Martinique, quand on sait qu'on a près d'une dizaine de stations d'épuration en Martinique, en contentieux européen, ultra grave. Quand on voit le nombre de stations d'épuration avec des mises en demeure que finalement le préfet n'exécute pas, impossible de déclencher le procureur. Ça nous inquiète. C'est sûr que, et c'est comme je disais tout à l'heure, hein, qu'il faille que tous les acteurs se mettent autour d'une table à un moment donné. Ah mais pour l'instant, pardon, ils sont tous autour de la table. Il faudrait peut-être un jour mettre des bottes et puis regarder ça sur le terrain une fois pour toutes. Non, c'est sûr. Tout le monde, on a tous les documents, toutes les informations. Parce que, comme je disais tout à l'heure, on vit sur cette île en permanence. Donc, quand on décide d'aller prendre un bain, soit sur la côte Caraïbe ou sur la côte Atlantique, on aimerait prendre un bain dans une eau propre. Ou même dans une rivière propre. Dans une rivière propre. Le bon nombre de personnes qui relatent des cas de figure où on trouve de la matière fécale dans des bassins de rivières, etc., c'est qu'en quelque part, ça sort bien en amont. Donc, le but, c'est pas d'incriminer qui que ce soit, c'est de faire un état des lieux, mais au-delà de l'état des lieux, de savoir comment nous tous, à notre niveau, nous pouvons agir pour améliorer l'assainissement en Martinique. Mais pourquoi je disais que c'était préoccupant, c'est parce que quand je vois tout le travail d'explication que l'ensemble des acteurs font, mais y compris nous depuis plus de 25 ans, pour amener les gens à savoir connaître déjà le système qu'ils installent chez eux, je parle du domestique, mais à les amener à avoir une régularité sur leur entretien, une alerte sur les vidanges de la fosse Toutot, et que aujourd'hui, on peut dire pour certains process qu'on a vu arriver des systèmes qui se vendent comme une baguette de pain. On l'installe en une demi-journée, on repart. Quand vous interrogez l'usager, il vous dit « Oui, mais c'est une microstation, on m'a installé. Ah bon, il faut vidanger? Ah bon, il faut entretenir? On m'a dit que c'est tous les 4 ans, tous les 5 ans. » Mais pour bien comprendre le process, c'est que comme le système est compact, comme tout système compact, il se remplit beaucoup plus rapidement. Et le législateur a prévu justement, par rapport aux arrêtés, de veiller à la hauteur des boues. Ce qu'on appelle les boues, c'est l'accumulation de matière fécale. Alors, pour que tout le monde comprenne, quand un système comme ça n'est pas vidangé en temps et en heure, les boues montent, vont saturer la partie traitement,
Et partie de traitement qui fonctionne par embûlage, ces matières organiques qui sont des matières organiques brutes se retrouvent en relargage vers les réseaux. Voilà. Alors, lorsque c'est pour pouvoir expliquer le fonctionnement. Pour que le téléspectateur puisse bien comprendre, comprendre, quand on dit une fosse toute eau, pratiquement tout le monde entend toute eau, il faut rentrer dans la fosse, les autres toitures, il faut rentrer dans l'assainissement, les autres toitures, tout ce qui est formellement interdit. Et dans ça, il faut qu'on soit vigilant en permanence et il faut qu'on soit exigeant. Lorsqu'on a un installateur qui n'est pas capable de mettre sur la table une garantie décennale, ce n'est pas la peine qu'on fait faire. S'il n'est pas capable de développer quelles sont les techniques qu'il va utiliser, quel suivi qu'il mettra en place, ce n'est pas la peine de faire affaire. Et quand nous observons la police de l'eau à l'ADL s'arrache les cheveux, tant pour le grand public que pour les administrations. Et les gens oublient une chose, c'est essentiellement ethnique. Ben oui, parce que là encore, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des professionnels qui ont envie de se perfectionner dans le domaine, de se professionnaliser pour mettre en place, à partir du moment où il a, par exemple, le retour de son usager sur un avis favorable, parce que le SPANC est au centre de toute la démarche en assainissement autonome. Il faut savoir que quand ce qu'on appelle un pétitionnaire qui fait une demande de permis de construire, il dépose son dossier de permis en mairie et parallèlement, il dépose un dossier de demande d'aide, de demande d'installation d'assainissement au SPANC. Et en fait, le SPANC a la compétence de dire on vous donne un avis favorable ou un avis défavorable par rapport à tout un ensemble de choses. Bon, hormis la question de l'agrément, mais comment dirais-je, les conséquences un peu impactantes du système par rapport à l'environnement, s'il y a des voisins proches, etc. Ça va très loin. Et à ce moment-là, l'installateur, lui, doit tenir compte de l'avis du SPANC pour mettre en place, pour faire sa mise en œuvre. Donc, il doit avoir des connaissances en assainissement, des connaissances par rapport à nos sols, parce qu'on voit bien qu'il ne suffit pas de maîtriser toutes les travaux de mise en œuvre en plomberie, il faut connaître aussi la nature de nos sols. Et donc, nous, on a entamé cette démarche-là déjà depuis un certain temps avec des professionnels de pose que l'on voit régulièrement pour leur expliquer voilà comment la réglementation a évolué et pour avoir un retour sur notamment des installations qui fonctionnent. Pour vous donner une idée, dans la continuité de ce qu'on est en train de dire, c'est-à-dire que le SPANC, par exemple, va, une fois que l'installation a été posée avant au recouvrement, vient faire ce qu'on appelle un contrôle de bonne exécution pour vérifier si le système a été posé suivant les conditions qui étaient prédéterminées. Et après, le système vit dans le temps. Mais pour qu'il vive dans le temps, il faut qu'il soit visité. Et entretenu. Et entretenu, il faut qu'il soit surveillé. Pour vous donner un peu l'ampleur, par exemple, du rôle des SPANC sur la fosse hexagonale, c'est que vous avez, au bout de 10 ans, un contrôle de bon fonctionnement qui est fait par le SPANC, qui vient sur place et qui va vérifier au bout de 10 ans comment le système travaille, comment il fonctionne, est-ce qu'il est entretenu, etc., etc. Alors, on n'en est pas encore là. Ça va certainement évoluer dans le temps, mais en tout cas, un système d'assainissement qui est installé aujourd'hui, il faut qu'il soit pérenne dans le temps. Donc, il faut que dans les 5-10 ans, il soit en état de fonctionner, puisque son rôle, c'est de traiter les eaux. Alors, souvent, pour expliquer aux usagers qui sont un petit peu néophytes, on leur dit, mais quand vous achetez une voiture, il faut bien faire des vidanges, il faut l'entretenir, si vous voulez qu'elle fonctionne. Si vous ne faites pas le contrôle technique, à ce moment-là, vous êtes considéré comme étant dangereux sur la route. Eh bien, l'assainissement, c'est pareil. C'est-à-dire qu'un système qui n'est pas entretenu, qui n'est pas vidangé en temps et en heure, qui n'est pas contrôlé, c'est un système qui a un facteur polluant qui est très élevé. Et
ça va jusqu'à impacter de la ressource quand on parle de zones de captage. Tout le monde peut aller vérifier sur les moteurs de recherche. Vous avez ce qu'on appelle le péril fécal, qui est une pollution directe des eaux, des nappes et des milieux hydrauliques, avec une pollution qui est quand même assez grave. De toute façon, là, c'est ultra grave ce qui se passe. Là, aujourd'hui, on le voit, comme je dis, on a des installateurs du dimanche, que l'on sollicite des fois quand ça ne fonctionne plus. Certains clients refusent de payer la valeur marchande de ce qui a été posé, mais aussi la valeur pour l'entretien. Et on a souvent vu des personnes bricoler dans le système et finalement déglinguer toute barrière là. Tant qu'on n'a pas mis en application ce qui est dans la réglementation, la verbalisation, on n'avancera pas. On n'avancera pas. Et en dehors de l'assainissement, on a la partie récupération d'eau de pluie. Pour le monde, l'eau qui tombe, tout est gratuit. En fait, vous avez aussi ce volet. Oui, effectivement. On a, en plus d'être concepteur, on fait beaucoup d'accompagnement auprès des usagers. Et aujourd'hui, tout le monde est bien conscient que la ressource doit être préservée et que l'eau de pluie qui tombe du ciel, c'est de l'eau gratuite. C'est tout simplement de l'eau gratuite. Donc, que nos grands-parents, nos arrière-grands-parents utilisaient, c'était pas dans des citernes, dans des... Mais à l'époque, pas une pollution. Voilà, dans des bombes, mais ils se douchaient même avec, etc., etc. Ah oui. Alors, voilà. Aujourd'hui, il y a des précautions sanitaires à prendre. L'eau de pluie, donc c'est lié à un arrêté, je crois de 2008. L'eau de pluie est utilisée pour des usages extérieurs. À partir du moment où vous rentrez à l'intérieur d'un habitat ou d'un lieu fréquentant du public, que vous allez alimenter un WC, une machine à laver, il faut mettre en place ce qu'on appelle une disconnexion pour ne pas contaminer le réseau d'eau potable, en fait le réseau d'eau de ville. Mais c'est un dispositif qui est éprouvé par le sens il fonctionne déjà depuis un certain temps. D'ailleurs, c'est pour ça que l'ancien conseil régional et la CTM, depuis, a pris le relais, aident à la récupération des eaux de pluie pour pouvoir justement utiliser la ressource. En marge de cela, on a aussi étudié des possibilités pour les usagers qui sont dans des zones exposées à des coupures d'eau fréquentes et à des baisses de pression, d'avoir ce qu'on appelle une bâche tampon. Une bâche tampon, c'est une cuve qui peut justifier d'une attestation de conformité sanitaire, grosso modo qui est alimentaire, qui n'altère pas la qualité de l'eau et qui permet à l'usager de ne jamais ressentir les coupures d'eau en amont. Donc par tout un procédé qu'on ne va pas décrire ici, mais qui est sur une autre application. Alors, pareil, on a mené en place des campagnes de sensibilisation pour que les gens fassent bien le distinguo entre la citerne de récupération des eaux de pluie, qui a un code couleur, qui est utilisé dans des conditions particulières, et la bâche tampon, qui est utilisée pour une autre application. Ne pas créer de mélange entre les deux, etc. Bon, tout ça est visitable sur Internet. Et il faut être très vigilant sur la question de l'eau, pour des questions de contamination. Et sur cette question-là, on sait que c'est deux réseaux séparés. On a le réseau d'eau, ce qu'on appelle chez nous l'assainissement, et puis le réseau d'eau de pluie qui est séparé des deux. Il n'y a aucun moment où on ne doit pouvoir faire le mélange. Voilà, c'est pour ça qu'on parle de disconnexion totale, c'est-à-dire qu'il ne faut pas créer de zones ou de points où il puisse avoir une contamination. La bactérie qui est présente dans l'eau potable, elle est très particulière, elle est très résistante. Et d'ailleurs, il y avait des recommandations faites à l'époque par l'ARS, il me semble, pour éviter des systèmes de vannes, vous savez, pour alterner, des clapets anti-retour, ce genre de choses. Il faut vraiment que ça soit des réseaux distincts. Alors, sur cette affaire-là, il y a eu ce qu'on appelle les cuves
je peux m'autoriser à dire les cuvettes de chimie. Oui, puisque c'est lui qu'on avait vu à l'époque pour financer, pour pouvoir amplifier l'installation. C'est lui qui avait initié. Chez lui, il nous avait suivi, il avait fait le nécessaire. Et à l'époque, on était très, très, très combattus par l'ARS, la répression des fraudes et des autres. Et il a fallu un lourd combat en préfecture pour que Michel Cadot, de l'époque, le préfet, puisse comprendre qu'il y avait un intérêt. Je ne vais pas donner les détails de comment ça s'était passé là, mais enfin, on avait un Martiniquais, chef de service, à qui on avait fait comprendre maman, on tenait bombe de l'eau. Alors, on ne va pas les prendre. Et aujourd'hui, on a vu une nouvelle réglementation qui est sortie. Et quand on regarde cette réglementation, on se pose la question. Est-ce que ceux qui ont écrit, qui ont fait ce copier-coller face pour de face, est-ce qu'ils n'ont jamais vu ce que c'est qu'installer? Alors, il y a des précautions sanitaires. Il ne faut quand même pas perdre de vue qu'une toiture qui réceptionne des eaux de pluie, l'eau arrive, même si elle a une pollution atmosphérique, même si c'est... Elle n'est pas propre. Voilà. Au contact de la toiture, elle peut charrier des métaux lourds qui sont sous la toiture, mais vous avez un phénomène de leptospirose qui est quand même à surveiller, parce que, bien évidemment, tout le monde sait que ça rigole pas. Si vous avez une contamination qui est faite sur une citerne, et que vous alimentez tout le réseau avec votre citerne, c'est tout votre réseau qui est contaminé. Donc il y a quand même des précautions à prendre. À l'époque, les gens développaient des septicémies ou développaient des maladies. Bon, on n'avait pas possibilité de diagnostiquer d'où ça sortait. Ça pouvait sortir d'une eau contaminée. Donc, ça sort d'une rivière, l'entambulargiose. Voilà. L'eau au robinet, à l'époque, a tué. Il a fallu, c'est à l'arrivée de André Aliquer, qui sortait de cette étude de médecine, qu'on a réglé le problème. C'est à partir de là qu'on a eu la cloation. Donc c'est parti à faire, la fête de l'eau. Oui, non, c'est sûr. C'est sûr. Alors, concernant ce rapport, lorsque nous l'avons lu, écrit dans tous les sens, on s'est dit qu'il y a un problème. Et à ce moment, nous avons adressé une note au président de la Chimie, que nous saluons, qui a compris qu'il y avait un problème là. Plus grave, les contrôles de chantier se faisaient par télétravail avec l'histoire du Covid. L'homme en charge de venir vérifier comment une installation a été faite, c'est par télétravail des cafés. Il va mettre bien le chantier. Et ça n'a pas été facile, ça n'a pas été simple. Mais en attendant, l'équipe qui était en charge de l'eau de pluie en Martinique a dégagé. Il était temps. Il a dégagé ces mondes-là. Et on a vu beaucoup d'entreprises, d'installateurs, on rappelle de Vrebourg, qui ont fait des dossiers pour l'aide régionale et qui finalement n'ont jamais reçu la contrepartie, qui ont servi de banquier aux clients. Et ce sont des dossiers qui ont traîné, au point où ça a mis en faillite beaucoup d'entreprises. Donc il ne faut pas que l'auditeur comprenne que c'est des bagages qui sont simples. On est là face à un métier. On doit pouvoir faire des salaires, on doit pouvoir payer le fournisseur. Et on doit donner satisfaction au client. Si dans ça, il y a un café coaching, c'est certain, c'est foutu. Et là, aujourd'hui, quand on voit qu'on a des entreprises qui ont formé des gens, et puis c'est pour acheter après, monter l'entreprise, mais qui ne mettent pas sur la table les mêmes garanties que l'entreprise doit poser. Ça, c'est quelque chose qui reste à combattre aujourd'hui. C'est l'un des derniers combats en ça, avant qu'on continue à régler le problème sanitaire, tant au niveau de l'eau de boisson qu'au niveau de l'assainissement. D'expérience, quand vous arrivez sur des sites comme ça, qui ça s'agrave pour vous? On a des dysfonctionnements, de la malfaçon, toute bagaille.
Forcément, c'est dommage, c'est la stupéfaction, mais c'est surtout qu'on se dit que ça aurait pu être évité. Comme on disait tout à l'heure, on n'est jamais assez bien formé, qu'il faille... je parle des acteurs, et en fait, il n'y a pas mieux que le retour d'expérience qui puisse justement éviter certaines erreurs. Donc, bon, de toutes les façons, l'assainissement n'est pas un domaine qui est fermé. Simplement, il faut que tous les gens qui interviennent je parle notamment des entreprises qui interviennent dans ce domaine-là, soient sensibilisés sur le pouvoir impactant de ce qu'ils vont réaliser eux. C'est-à-dire ne pas lâcher un système dans les mains de particuliers sans lui expliquer, mais bien avant de lui installer, lui dire voilà ce que j'ai comme projet d'installation pour vous et ce que je vous mets comme process. Parce que la problématique, elle est là, c'est-à-dire que vous avez une espèce de mélange de genres entre un objectif qui est économique, où celui qui doit poser un système, il va essayer autant que possible de le poser en une demi-journée pour passer sur un autre chantier, etc. Mais le problème, c'est que quand il le lâche à un particulier, il va pas, je dis lâcher, le mot un peu fort, il va pas faire tout le travail d'explication. C'est le thème qu'elle a gagné. Voilà, parce que, vous savez, bon nombre, pourquoi je parle comme ça, c'est parce que, par exemple, quand on participe à des événements liés à l'assainissement, à l'habitat, vous avez des particuliers qui nous disent « Ouais, mais j'ai un système depuis 2 ans, 3 ans qui me pose des problèmes. J'ai dû changer la pompe une fois. C'est un système électrique. J'ai dû faire 2 vidanges par an ou une vidange par an. Et on m'a jamais dit ça. On me l'a jamais expliqué. Aujourd'hui, j'ai investi un certain budget là-dessus. Je me vois mal changer le système parce que je n'ai pas les fonds pour le faire. Donc en fait, ils arrivent à subir un dysfonctionnement. Et ils n'ont pas forcément les moyens de l'entretenir de façon régulière, comme c'est prévu par les agréments. Parce que là, encore une fois, il ne faut pas oublier que si vous polluez un réseau EP, un réseau pluvial, je parle, ou une évacuation qui passe chez un voisin à côté d'un voisin, et que le voisin alerte la police de l'eau, donc le maire qui viendra faire un constat, qu'est-ce qui va aboutir à terme? C'est chercher les responsabilités. Et en fait, si ça part sur un terrain juridique, etc., s'il y a un expert qui est nommé, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chercher les agréments, voir qu'est-ce qui est dit au niveau du concepteur du système. Et à ce moment-là, c'est la responsabilité du propriétaire du système qui peut être mise mise en cause, pardon. Et bon, avec ça, il y a toute une chaîne. Il y a celui qui a installé, etc., etc. Bon, voilà, il faut que tout le monde soit sensibilisé par ça. Alors que ça soit dans le cadre d'une construction neuve ou que ça soit dans un cas de réhabilitation, de faire très attention au dispositif qui est prévu, qui va être installé, comment il fonctionne et comment il doit être entretenu et vidangé. Dans cette affaire, il y a plusieurs cas d'espèce. Et nous disons aux téléspectateurs, bon marché coûte cher. Assez souvent, on a un professionnel qui établit un devis. Voilà ce que ça coûte. Et l'autre qui réfléchit, qui se dit non. À Gilbert, il m'a fait moins cher, on va faire de l'autre côté. Et après, on voit où ça amène. Et au niveau de l'entretien, puisque ce sont souvent des systèmes électroniques, la personne ne connaît pas l'appareil, tout. Quand on prend peine, capoter l'autre, mais trop tard. Puis mon n'a pas ça réparer. Donc, on met en dysfonctionnement en permanence. Et cette question-là, cette notion-là, tant qu'on n'a pas compris qu'il faille respecter le professionnel pour pouvoir respecter, on n'avancera pas. Et il y a un autre phénomène qui s'installe ici, que nous devons combattre. C'est le fait que nous avons beaucoup d'individus venant de l'extérieur qui installent et qui sous-traitent.
avec des ouvriers ou des personnes qui se lancent, mais qui vont arriver au marché. Donc, vous êtes content, ils te la monnaie. Mais quand on regarde l'installation, assez souvent, on a vu des personnes qui ont payé une installation, et puis, c'est un être vivant, hein, tout ça, ça travaille. Et bien, un beau jour, plap, il monte comme un crêpe, tout le monde a flotté, tout le monde a bossé comme un style bon. Ouais, tout à fait. Ce qui est valable pour les systèmes complexes, pour les systèmes qui dépendent du réseau électrique, il est valable aussi pour des systèmes qui ne sont pas conformes à la réglementation. Aujourd'hui, faut savoir que les systèmes fosses filtrables sont toujours autorisés, mais c'est vrai que ça prend un peu plus de place. Mais quand vous mettez une fosse et que vous mettez un tuyau d'évacuation derrière une fosse, c'est aussi polluant. Je veux dire, on n'est pas en train de catégoriser des systèmes par rapport à d'autres, mais c'est vrai qu'il y a une préoccupation sur ce qui se passe depuis, on va dire, 4-5 ans. Alors, qui est une préoccupation qui est d'autant plus, comment dirais-je, nourrie par le fait que, autant sur la France hexagonale, vous avez par exemple des concepteurs qui arrêtent de fabriquer ces systèmes-là parce que les SPANC, notamment les offices de l'eau, font remonter des problèmes de dysfonctionnement, alors qu'inversement, en Martinique, c'est le contraire qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a une amplification de ces pratiques. Mais encore une fois, si ces systèmes-là étaient entretenus, il y avait des contrats d'entretien, il y avait un cahier de vie qui permettait de suivre, de les suivre. Ça fonctionne normalement. Ça fonctionne normalement, mais ce n'est pas le cas. Alors, pour faire un petit parallèle, je ne vais pas forcément entrer dans tous les détails, vous avez des pays qui ont beaucoup de concepteurs de microstations, que sont l'Allemagne et la Belgique. Il y a des brigades qui passent chez des particuliers. Qui prélèvent. Alors, l'entretien n'est pas fortement recommandé dans ces pays-là. L'entretien est obligatoire. C'est-à-dire qu'ils viennent, ils font des contrôles sur les périodicités de vidange. Est-ce que le système a été entretenu en temps et en heure? Donc, c'est des passages périodiques. Et s'il y a un manquement sur l'entretien et sur le soutirage des bouts, donc la vidange, ces usagers-là sont pénalisés. Donc vous voyez qu'on est quand même loin de ces procédures-là, mais il y a un gros travail en fait, avant d'en arriver là, de sensibilisation de tout un chacun. L'une des premières sensibilisations, c'est faire savoir à aux clients qui font un suivi dans l'installation, qu'il faut qu'il y ait un bureau d'études qui vous dise, voilà, ça vous convient, votre terrain peut recevoir ça là. C'est souvent, on a vu par exemple des cuves enterrées au sol, alors des cuves au sol sur une petite dalle, sur un terrain meuble, et puis quelque temps, il partit, il fait en rousse. On a vu des terrains, des cuves enterrées, qui ont flotté, comme on crêpe. Simplement parce que la personne qui a installé n'a pas la maîtrise du sol. Et l'intérêt, c'est le contrôle, le suivi de chantier. Et ça, il faut qu'on y arrive. Et puis, en termes de contrôle de sortie de cuve, l'ARS doit pouvoir passer, la police de l'eau doit pouvoir passer, faire les prélèvements pour vous dire, monsieur, vous êtes en dysfonctionnement. Voilà la contravention, vous avez tant de temps pour mettre ça en conformité. Mais comme on n'est pas capable de le faire au niveau des stations d'épuration, très difficile de demander aux particuliers de le faire. Mais oui. Le gros drame, c'est la Martinique qui prend le coup. Toute niche, nous, tout le monde aurait bien la mer. Mais nous, dans fosse septique. Alors, loin de dire que nous avons avancé, nous, Chili. Et l'urgence, aujourd'hui, c'est facilement comprendre une fosse septique. C'est pas parce qu'au terrain, c'est définitif, non. Mais c'est en fait... bon, la mentalité a quand même un peu évolué, les mœurs ont un peu évolué, mais c'est vrai que jusqu'à présent, une grande majorité de personnes qui installent un système, et c'est pour ça qu'il y a des problèmes d'entretien, des problèmes de vidange, quand ils ont installé un système d'assainissement chez eux,
moins ils en entendent parler, mieux c'est. S'ils peuvent ne pas s'en occuper, c'est très bien, parce que les gens ont un rapport à l'eau usée qui est particulier ici. Il y a des gens qui vous disent oui, mon fosse béton là, ça a fait 30 ans il est là, moi pas jamais vidangé. Mais pourquoi il n'a jamais été vidangé? Eh bien, c'est parce que avant on retrouvait, alors je dis pas que c'est systématique, beaucoup de fosses à fond perdu. Il y a une infiltration par le sol, etc., etc. Il y avait une efficacité. Oui, mais qui avait une efficacité. C'était des fosses qui avaient des volumes de décantation qui étaient importants. Ça mais dépendait du derrière, la terrain. partie traitement n'était pas suffisamment importante pour pouvoir abattre, on va parler vulgairement, de la pollution. Là, on a évolué, on continue à avancer, mais il y a du travail à faire. Beaucoup de travail à faire. Mais il faudrait nous arriver à capoter les quotidiens. Capoter le quotidien. Parce que nous constatons une chose, il y a des installations qui continuent à se faire en plomberie, en assainissement, autres. Il y a des gens qui oublient une chose. C'est comme tout ça, bon Dieu, bon là, ça se lave. Avec toutes les poussières que nous avons sur nos toits, très souvent, nos cuves d'eau sont pleines de ces poussières-là. Et abîment les appareils. Pas sous habitant les bêtes. Oui. Et faire comprendre aux clients, de leur raconter clair, oui, mais enfin, on est un bagage qui fait que je dis, regardez que moi, les jeunes, là. Ce n'est pas simple, ce n'est pas facile. Mais enfin, en tout cas, M. Chou, vous avez passé votre vie, une bonne partie de votre vie, dans l'assainissement, dans l'eau. Si c'est pour nous continuer là, nous connaissons tous ces mondes-là, ce n'est pas facile. Rien n'est facile, rien n'est simple. Mais je pense que tôt ou tard, il faudra qu'on arrive aussi à former non seulement le client, mais à continuer à former ceux qui installent, mais aussi former le client. Oui. Former le client pour qu'il comprenne, c'est pas un macaque. C'est un investissement qu'il fait, il doit tenir compte de beaucoup de réalités. Bien sûr, parce que c'est un investissement qu'il est censé faire à long terme, pour un fonctionnement à long terme, une durabilité. Donc, installer un système d'assainissement, ça demande un certain budget, que ce soit pour du neuf ou de la réhabilitation. Mais c'est vraiment se pencher sur le fait qu'on doit mettre un système qui fonctionne, qui donne des résultats, ce qu'on appelle des performances épuratoires en sortie. C'est-à-dire, en somme, c'est aussi nous sommes des citoyens, on reçoit de l'eau potable, qu'on appelle potable, de l'eau de ville, que l'on va souiller en se douchant, en utilisant la machine à laver, en se brossant les dents, et qui ressort usée. Donc, quand elle ressort usée, le cheminement, c'est se dire, on va le restituer à la nature, à peu près dans les mêmes qualités qu'on l'a reçu. Sinon, si on lâche des eaux usées dans la nature, on ne respecte pas le milieu récepteur. Et je pense que de plus en plus, c'est une préoccupation des acteurs de l'eau. Encore une fois, maintenant, il existe des dispositifs d'aide pour réhabiliter des systèmes qui sont plus aux normes, qui sont défaillants. La question que je voulais poser à tout un chacun, je l'ai vécu récemment, quand vous êtes dans une rivière, un milieu hydraulique, que vous voyez passer de la matière qui n'a rien à faire là, on se pose des questions. Et l'autre élément clé, tu vas parler de l'autre. La personne sait qu'elle a acheté une voiture, il y a un budget d'entretien pour la voiture. On a fait une installation comme celle-là, qu'elle soit en eau, récupération d'eau de pluie, ou assainissement, il y a un budget d'entretien. Bien sûr. Il y a un budget d'entretien. Donc il faut pouvoir payer, savoir payer. Ouais. Et l'on fait qu'entretien, c'est certain que on a le bec dans l'eau. Oui, et puis, alors il y a coaching, mais il y a aussi le fait que la question de l'entretien n'est toujours pas encore rentrée dans les habitudes des usagers. C'est ça le truc. Et comme l'information n'est pas relayée,
Cet entretien-là. Par certains professionnels, c'est ça le problème. Cet entretien-là, parce que mon auto-yi, Oui. ils savent que bon, il faudrait prévoir tel budget en l'air pour entretien ni. Ou la Autrement, il va arriver piscine. mon Ou la demande, non. piscine. Ou une piscine ni. Donc c'est pourquoi nous disons, faisons très attention. Ce sont des budgets à mettre en place. Il y a du professionnalisme dans l'affaire. Il y a des entreprises, il y a des fournisseurs, il faut pouvoir payer. Monsieur Chou, si vous avez une conclusion à faire, ce serait laquelle? Ça résume un petit peu tout ce qu'on a débattu ensemble. C'est-à-dire qu'il faut que tout un chacun soit conscient qu'on est sur une île et qu'on sache quelle île qu'on va laisser pour nos enfants demain. Alors, encore une fois, c'est pas seulement pour des questions touristiques, c'est parce qu'on vit sur place et que les eaux qu'on utilise doivent être traitées dans de bonnes conditions et doivent être traitées par des systèmes qui soient performants, mais qui soient entretenus, vidangés en heure, vidangés à temps, pardon. Et il faut se pencher sur la problématique de l'assainissement. Forcément, tout le monde est concerné, bien évidemment. Mais vous savez, même l'usager qui va faire intervenir, vous parliez tout à l'heure de l'installateur du dimanche, c'est ça? Oui. Peut amener à cet installateur du dimanche à se perfectionner, lui dire, mais je vois que tu es très manuel, mais apparemment tu peux te perfectionner dans sur tel ou tel point. Donc l'encourager à ne pas rester qu'installateur du dimanche. Vous avez des gens qui sont très, on va dire très manuels, qui n'ont peut-être pas besoin d'une lunette pour poser un système, mais il manque de compétences, il manque de professionnalisation. Et de connaissances surtout. Et de connaissances. Donc, comme on dit, oui, il ne faut pas rester dans le bon conseil. En tout cas, c'est chaud. Il faut qu'on arrête une chose, de maltraiter l'environnement de Martinique. Parce que mon cadeau m'a bien été le côté de l'eau claire. Stop. C'est faux. La RS a dit que l'eau était bonne l'année dernière là. Il faut arrêter de tromper la population. C'est quelque chose de très, très, très grave. Prendre de l'eau, la corrompre et la restituer au milieu naturel. Ça, on paye lourdement la facture un jour. Parce que ce n'est pas même jour où on était, on va venir enfler. Et pas chercher ça, l'entraper des problèmes-là. C'est que dès le départ, dans le milieu, on a déversé des bactéries, des éléments qui sont nuisibles pour l'homme, pour la nature. Tout ce que nous pouvons dire, on vous a écouté, on a compris. Si c'est pour nous dire, nous l'avons encore pour vous. Il y a des années, il y a beaucoup à dire là-dedans. En tout cas, merci encore et à très bientôt. C'est moi qui vous remercie.